Comment se fait la fécondation? Après être déposé sur le stigmate, le grain de pollen germe en libérant un tube pollinique qui croît en traversant le style et se dirige vers l'ovule. Alors, le tube pollinique pénètre dans l'ovule à travers le micropyle et il traverse le nucelle pour atteindre le sac embryonnaire. Au niveau du sac embryonnaire, on assiste au phénomène de la fécondation, tel que l'un des entérozoïdes féconde l'oosphère pour donner l'œuf principal, qui est 2N, diploïde. Le deuxième entérozoïde fusionne avec les deux noyaux du sac pour donner l'œuf accessoire, ou bien aussi on l'appelle secondaire, qui est 3N. Alors, comme vous remarquez, lorsque le tube pollinique se rapproche de l'ovule, le noyau végétatif dégénère. C'est pour cela qu'on l'appelle la double fécondation. Comment se transforme la fleur en fruit? Alors cette étape-là, ça veut dire la transformation de la fleur en fruit, on l'appelle la fructification. Alors on prend le document 2. Alors comme vous remarquez ici, ça ce sont les étapes de la transformation de la fleur pour donner un fruit. Alors, les stigmates, les styles, après le temps, ils vont tomber. Les étamines, les pétales et les sépales, ils vont se déshydrater et tomber aussi. Alors on remarque que l'ovaire, il va se transformer en fruit. Tant que l'ovule, il va donner la graine. Donc l'ovaire, il va se transformer en fruit. L'ovule, il va se transformer en graine. Alors la question qu'on doit poser maintenant, comment se fait cette transformation de l'ovule pour donner la graine? Ou bien, quelles sont les étapes de formation de la graine? Alors pour répondre à cette question, on prend le document 3. Alors, après la double fécondation, on a un sac embryonnaire qui contient l'œuf principal qui est diploïde et l'œuf accessoire qui est triploïde, ça veut dire 3N. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un ovule fécondé. Deuxième étape, c'est le début de développement de la graine. Alors, on remarque que l'œuf principal va se développer par mitose pour donner un embryon, alors que l'œuf accessoire va se développer pour donner l'albumène. Avec le temps, cette albumène elle va continuer à se développer par mitose pour donner ou bien pour disparaître la nucelle. Alors, ici on a deux types de graines. Les graines à albumène ou bien les graines sans albumène. Pour les graines à albumène, on remarque que l'embryon il va continuer son développement par mitose pour donner le petit embryon qui est ici. Mais aussi on remarque que l'albumène il va rester. Il va continuer son développement par mitose, mais il va rester. L'exemple, c'est le poivrier. En arabe, on dit le foul. Alors, le deuxième type de graines, ce sont les graines sans albumène. Alors, comme vous remarquez ici, il n'y a pas de albumène. Alors, l'embryon, dans ce cas, il va continuer à se développer pour donner un embryon qui a deux cotylédons. Les cotylédons, en arabe, on l'appelle le falaqat. Alors, l'exemple de ces graines-là, ce sont les haricots, les pois, etc. Après la formation de la graine, il va se déshydrater, ça veut dire perdre de l'eau, et entrer dans la vie ralentie. Donc, on peut dire que les graines, elles sont une forme de dissémination et de résistance. Ça veut dire qu'elle va résister contre les conditions défavorables de la température. Quelles sont les stratégies de dispersion des graines? Pour répondre à cette question, on prend le document suivant. Chez les plantes à fleurs, les graines sont des organes de dispersion qui permettent de coloniser rapidement d'autres milieux vierges pour se développer et donner de nouvelles plantes. Alors, parmi les modes de transport des graines, on trouve le premier, ce sont les fruits de pissenlit. Alors, ce sont des petits fruits qui peuvent être volés dans le vent ou bien transportés par le vent. Même chose pour le deuxième cas, ce sont des fruits qui ont une forme bien précise qui les laisse transporter par le vent.
Le troisième cas, ce sont des fruits qui contiennent de nombreuses petites graines qui libèrent au moindre mouvement. Ça veut dire à un petit mouvement, ils vont libérer ces graines-là. Quatrièmement, alors un oiseau qui mange des fruits rouges rejette les graines qui ne sont pas digérées dans des fientes, parfois à dizaines de kilomètres. Le cinquième exemple, les fruits des pensées sauvages s'ouvrent brutalement en une véritable petite explosion qui propulse les graines aux alentours. Ça veut dire, à un simple toucher, il va s'exploser pour libérer les graines. Sixièmement, les chèvres, ils mangent le fruit d'arganier et rejettent les graines non digérées. C'est le même exemple que celui-là. Autre exemple, les fruits de bardane avec des crochets. Ça veut dire, ce sont des fruits qui ont des crochets qui peuvent être adhérés sur le pelage des animaux. Le dernier mode, c'est le transport par l'eau, non seulement pour les fruits aquatiques, mais aussi pour les autres plantes. Donc, pour conclure, on peut dire la dispersion des graines, ils peuvent être faits par le vent, les animaux, la plante elle-même ou bien par l'eau. S'il est fait par le vent, on l'appelle l'anémochorie. Si la dispersion est faite par les animaux, on l'appelle la zoochorie. Si la dispersion est faite par la plante elle-même, on l'appelle une autochorie. Soit il se fait par l'eau, on l'appelle l'hydrochorie.